Multi-21's here. Yeah, Multi-21. Bonjour à tous, bienvenue sur Multi-21. Nous venons de regarder, comme vous l'avez fait je pense, ce Grand Prix d'Émilie-Romagne 2021, un Grand Prix assez fou et on va débriefer tout ça. Et pour m'accompagner, j'accueille Pierre. Salut Pierre, comment vas-tu? Salut à tous, salut Louis. Bah écoute, ça va bien. Je suis vraiment très très content de pouvoir faire ce premier débrief pour moi de l'année avec vous. Oui, effectivement, c'est ton premier débrief. J'avais fait le précédent débrief avec Clyde et c'était très sympa et je suis sûr que ça va être tout aussi sympa aujourd'hui. Alors écoute, avant de discuter un petit peu de ce qu'on a aimé et moins aimé sur ce Grand Prix, je propose de rappeler un peu les résultats. Alors c'est Max Verstappen qui s'est imposé d'une main de maître aujourd'hui en Émilie-Romagne à Imola. Il devance Lewis Hamilton, un peu revenu d'entre les morts après ce tête à queue et ce drapeau rouge. Troisième position pour Lando Norris qui signe son deuxième podium en Formule 1. Il est suivi par Charles Leclerc, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Pierre Gasly, Kimi Raikkonen et Esteban Ocon qui ramène le point de la 10e place. Alors, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais si on commence par les tops, Verstappen, il a été impérial aujourd'hui. Bah, il a été impérial, il a pris un excellent départ. C'était assez couillu de se porter à la hauteur d'Hamilton comme ça au premier virage. Bon, je regrette juste qu'il n'ait pas laissé plus de place au niveau du deuxième virage. Il force un peu Hamilton à aller. Après, c'est un petit retour de bâton du peu de place qu'avait laissé Hamilton à Verstappen à Bahreïn il y a 3 semaines en même temps. Ouais, mais il avait laissé la place. Là, Hamilton, enfin là, Verstappen ne lui a clairement pas laissé la place. Mais bon, c'est mon avis. Euh, bon, s'il y a des ultra fans ou même des fans de Verstappen, si vous considérez que la manœuvre était légitime, que ça passait, écoutez, il y a pas de souci. Nous, on est prêt à débattre et c'est en débattant. C'est en débattant et en échangeant des avis que ça peut le faire. Après, il a été imprenable, hein. Je veux dire, malgré les différentes interruptions et les différents incidents, le timing était parfait pour changer les pneus. Alors, il a Euh, quand même un petit peu tremblé à un moment. Je pense que on n'était pas super serein dans le clan Red Bull parce que un peu avant justement ce changement de pneus, Hamilton avait réduit le gap de presque moitié et voire même il était passé sous les 2 secondes d'écart alors qu'il y avait plus de 5 secondes à un certain moment. Je pense que c'était un petit peu compliqué à ce moment-là, mais il s'est bien repris effectivement. ouais. Et puis, non, non, mais ils se sont arrêtés. Quasiment en même temps qu'Hamilton. Donc, bon, au niveau des différences de timing et de stratégie, on était sur un côté kiff-kiff, j'aurais tendance à dire. Donc, non, bah écoute, 11e victoire en carrière. Euh, Pas la plus facile parce que voilà, il a une voiture rapide. Mais dans les conditions de début de course, n'importe qui pouvait se planter. On l'a déjà vu sur les tours de formation et on l'a aussi vu sur tout simplement les premiers tours sur ce tracé d'Imola. Ah oui, effectivement, et puis surtout, il s'est vraiment imposé comme un des prétendants au titre. On l'avait déjà dit la dernière fois, mais là, il montre encore une fois qu'il va être un candidat très très sérieux pour le titre cette année. Et une fois de plus, on se dit qu'on va avoir droit à une lutte très serrée et vraiment très palpitante jusqu'à la fin de la saison avec un certain Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui termine donc deuxième. Donc tu l'as dit, c'est fait un petit peu tassé au premier virage par Verstappen. Derrière, il menait la chasse jusqu'à une erreur qui l'a vu terminer, non seulement dans les graviers, mais aussi, et peut-être même plus grave, dans le mur, manœuvre suite à laquelle il a dû reculer jusqu'en piste, et il n'a pas été pénalisé pour ça, alors qu'il était en marche arrière en piste, ce qui est interdit. Et malgré tout, il n'a pas été pénalisé pour ça. Alors, on pourra discuter d'une éventuelle complaisance de la FIA vis-à-vis de Lewis Hamilton. On peut se poser la question en tout cas. Mais toujours est-il qu'il est reparti assez loin. Et puis ensuite, il y a eu ce drapeau rouge qui l'a quand même beaucoup aidé et qui lui a permis de remonter avec une voiture quand même qui était très très bonne jusqu'à la deuxième place. Un Lewis Hamilton qui donc termine deuxième. Finalement, c'était presque le meilleur qu'il pouvait espérer. Mais est-ce que tu trouves qu'il a fait une bonne course? Parce que moi, je trouve pas que ce soit une très bonne course quand on finit dans le mur. Alors, bon, il y a sa sortie de piste, mais ça,
je préfère y revenir dans un deuxième temps. Euh, Bonne impulsion au départ, mais pas la meilleure. Donc je pense qu'il a peut-être légèrement patiné. Bon, on sait que c'était un peu mouillé, tout ça, c'est un peu compliqué. Et derrière, après le passage de la voiture de sécurité, il s'est fait mais enfumer par Verstappen. On rappelle l'écart à la fin du premier tour, il y avait 3 secondes 5. Oui, effectivement. Donc, et il était sous la menace de Leclerc. Donc je pense alors voilà, au premier virage, ça a un petit peu touché avec Verstappen et il a une dérive latérale de son aileron avant qui était cassé. Je pense qu'il lui a fallu peut-être quelques tours pour ajuster certains réglages pour essayer de compenser cet appendice aérodynamique manquant. Après, quand il a trouvé son rythme, ça a été. Ça a été jusque bon après voilà il troque les inters, il met des médiums jusqu'à bah, cette sortie où bon bah pas bon timing quoi. Il s'est peut-être un petit peu dépêché pour vouloir dépasser ce pilote retardataire. Un empressement qui lui coûte cher au final. Oui, Après, c'est vraiment une euh, erreur de jeunesse. En tout cas, c'est ce qu'on aurait pu croire. Si ça avait été un Leclerc, on aurait parlé d'une erreur de jeunesse, par exemple. c'est vrai, c'est vrai. Donc bon, il s'en sort bien. Il remonte avec une voiture impeccable après l'interruption de course. Donc bon, ça, bravo. Le point du meilleur tour qui lui permet de rester d'une courte tête en tête du championnat. Il a quand même montré qu'il avait été très très solide tout au long du week-end. Pas forcément devant pendant les essais libres, mais quand il a fallu signer la pole, il a montré qu'il était là. Mais alors, déjà à Bahreïn et de nouveau aujourd'hui, on a l'impression qu'il a déjà la chance du champion du monde. Bah ça, c'est pas nouveau. Cette chance, il l'a depuis un petit moment. Tu prends l'Allemagne 2019, tous ceux qui sont sortis au niveau du stadium, voilà, à deux, trois virages de la fin, ils sont tous restés plantés. Le seul qui s'en est sorti quasiment, c'est Lewis. C'est vrai, Donc, c'est vrai. non, mais après, t'es pas cette fois champion du monde par hasard. Et je pense que cette chance du champion, il te la faut un petit peu. Oui, ça se Surtout, provoque aussi, je surtout pense. quand, ouais, mais surtout quand t'es des fois dans des situations un peu compliquées. Euh, voilà, après, bon, c'est une piste un peu piégeuse. Tu vois, à l'inverse, chance du champion, enfin, ouais, un petit peu. Mais tu regardes le Grand Prix de Turquie, pareil, dans des conditions ultra changeantes, avec une piste qui a évolué. Bon, Ah là, oui, il a oui, vraiment montré, il a montré pour le coup que avec une voiture qui n'était pas forcément la meilleure sur cette course, il était intraitable. effectivement. Donc, bon, il est souvent qualifié par ses pairs de Rainmaster. Rainmaster, oui, parce que 9e, 2e, bon, même si la piste était sèche, enfin, concrètement, voilà, c'est pas sur l'arrivée de la pluie qui s'est fait piéger. Il se fait piéger sur un truc à la con, mais il arrive quand même à redresser. Là où je sais pas si un Bottas, par exemple, aurait pu redresser de la même manière. Oui, effectivement. D'ailleurs, Bottas, lui qui était englué dans le trafic, n'a jamais réussi à vraiment remonter. Ah bah, ça a été une catastrophe et je pense qu'on bah, on peut enquiller même sur sa fin de course un peu précipitée. Écoute, oui, donc Bottas qui était englué dans le trafic et qui était à la lutte avec une Williams, avec celle de George Russell. Alors George Russell, à l'inverse de Valtteri Bottas, faisait une très bonne course, il se battait pour les points. Et alors là, il y a eu une petite manœuvre entre les deux, une petite friction, dirons-nous, effectivement, où George Russell a tenté de faire l'extérieur à Valtteri Bottas avant ce premier virage. Valtteri Bottas avait certes laissé suffisamment d'espace à George Russell, mais un petit coup de volant inattendu a probablement provoqué la perte de George Russell, qui a lui aussi s'est décalé, a mis une roue dans l'herbe complètement mouillée, et évidemment le tête à queue était inévitable. Les deux voitures se sont touchées violemment avant de partir dans le décor à une vitesse folle. On a eu un assez peur à un moment pour ces deux pilotes, notamment Valtteri Bottas, qui n'est pas sorti tout de suite de sa monoplace. Finalement, les deux vont bien, mais en tout cas, deux voitures pulvérisées, un drapeau rouge et fin de course, bien évidemment, pour les deux pilotes. Alors,
On pense quand même que c'est un incident de course. Qu'est-ce qu'on pense de ça en fait? Moi, je pense que les deux sont plus ou moins fautifs. En tout cas, c'est la faute à pas de chance. Euh, Je te rejoins, 50-50. ouais, donc on va dire 50-50. Le tribunal Multi 21 a tranché. Pas d'action supplémentaire vis-à-vis de Russell et Bottas. En tout cas, c'est vrai que c'est dommage pour Russell qui avait là une bonne opportunité d'aller chercher ses premiers points avec Williams. Et malheureusement, ça ne sera pas le cas. Pour Bottas, bah, c'est plus inquiétant de finir dans le décor en se battant pour la 9e place, alors que son équipier se bat pour la victoire. C'est ça, c'est ça. Après, on a quand même d'autres outsiders qui ont su tirer leur épingle du jeu. Tu l'as rappelé dans les résultats. Lando Norris qui signe un super podium pour McLaren. Alors effectivement, Lando Norris en plus c'était un des hommes les plus forts de la qualification. Il est seulement classé 7e de la qualification parce qu'il était un peu sorti des limites de la piste, ce qui lui a annulé son temps au tour. J'avais parié avec un ami que je ferais une grosse bêtise si Norris était en pôle. Et finalement, quand je l'ai vu faire le meilleur temps absolu dans le premier et le deuxième secteur à 1 minute de la fin de la Q3, j'en ai plus très large. mais finalement, tout est bien qui finit bien. Heureusement que t'as pas pris un pari de tatouage parce que Non, c'était pas un pari de tatouage, mais voilà. Du coup, j'étais soulagé de voir Norris échouer à 40 millième, même si j'adore Norris et j'aurais adoré voir une McLaren en pôle. En tout cas, Norris était certainement le troisième homme samedi. Et ben, il termine troisième dimanche. Et finalement, c'est assez logique. C'est un très très beau résultat pour le jeune pilote britannique, mais aussi pour l'écurie McLaren. Et exactement. alors, il y avait d'autres pilotes, toi, qui t'avaient particulièrement séduit lors de cette course. Je pense à Lance Stroll et à Kimi Raikkonen. Ouais, alors, et puis on parlera aussi de nos pilotes français juste après, parce que bon, ils ont quand même fait ils sont dans les points, donc autant en parler. Moi, Lance Stroll, bah écoute, il reste fidèle à sa réputation, c'est-à-dire course un peu chaotique, voiture moyenne, il fait le taf. Et voilà, il fait vraiment le taf, quoi. Je veux dire, il termine septième d'une course où, à mon avis, l'Aston Martin, elle joue pas vraiment la septième place. Effectivement. Et il termine septième quand son quadruple champion du monde d'équipier ne joue même pas les points. Ben, enfin, bon, enfin, on enchaînera, enfin, écoute, on peut enchaîner direct, mais enfin, je veux dire, Vettel, c'est pas une renaissance, c'est une catastrophe et ça continue, quoi. Enfin, je veux dire, Oui, c'est vrai qu'on attendait une renaissance de Seb Vettel et c'est pas du tout le cas. Alors écoute, avec ton accord, j'aimerais lui décerner le flop d'or de la journée. bah, écoute, ouais, enfin, Voilà, nouveau flop d'or, deuxième de la saison en 2 courses. Moi, je vote pour. bah écoute, ils sont plusieurs prétendants, mais compte tenu, on va dire, comment on pourrait dire, de son prestige de champion, non, c'est pas acceptable. C'est-à-dire, il a un jeune coéquipier bon, qui est certes le fils du patron. Le fils du patron termine septième, quand lui, il termine, je me souviens plus, 13e ou 14e. Bref, Oui, alors enfin, il a finalement abandonné, mais il naviguait aux alentours de la 11e, 12e place à ce moment-là. voilà, enfin, c'est pas normal. Enfin, je veux dire, bon, qui partent de la voie des stands, bon, ok, allez, à la rigueur, ok, admettons. Mais derrière, il se passe rien, rien, rien. Je veux dire, on n'est même pas. On est autant moi j'avais trouvé que sa dernière super course, c'était vraiment Turquie 2020 où il chope le podium face à Leclerc et c'était superbement bien fait. Euh, mais bon, depuis, y a rien. Même là, sur des conditions un peu particulières, lui qui d'habitude est pas si mauvais que ça sous la pluie, bah là, il n'y a rien eu, quoi. Oui, oui, effectivement, mais je suis 100% d'accord avec toi. À l'inverse donc d'un autre champion du monde qui n'a pas vraiment fait de vague, mais qui ramène des bons points, c'est Kimi Raikkonen donc. C'est ça. Bah, Papy Kimi, quoi. Mais bon, Exactement. bah, Papy Kimi, chaque année, on l'envoie. Bon, désolé, hein, moi, je dis l'hospice, mais bon, on devrait dire la retraite, mais il fait partie, il fait partie des chanceux qui peuvent partir à la retraite à 40 ans à peu près. Donc, non, mais bah, Papy Kimi, écoute, il fait le boulot. Voilà, l'alpha, elle est très très moyenne. Il partait loin avec Giovinazzi, sauf que même avec une pénalité, bah, il fait le boulot, quoi. Eh oui, tout à fait, tout à fait. Alors,
Il y a finalement une écurie qu'on n'a pas réussi à placer dans ces tops, mais ni vraiment dans les flops. C'est Ferrari. Ils étaient un peu mi-figue, mi-raisin, quoi. Chez Ferrari, c'est une course solide, mais pas flamboyante. Bah ouais, et ça aurait pu mal commencer, parce que quand tu regardes le tour de formation avec, avec le petit spin de Leclerc à Aqua Minarelli, euh, bon, ça commençait pas très très bien. Sainz derrière qui allait faire tondeuse à gazon, enfin ou tondeuse à gravier, c'est selon. Sainz, c'est le gars, il sort de la piste, il a tellement d'avance qu'il ne perd pas de place. Il est quand même exceptionnel. Mais bah écoute, au final, 4 et 5, vu les courses qu'ils ont eues, bah, c'est bien. Leclerc arrive à passer Pérez tout en douceur sous le régime de voiture de sécurité. Bon bah écoute, tant mieux. Et puis bah derrière, bah, ils ont fait leur petite course. Leclerc était vraiment pas très très loin de Norris. Après, je sais pas s'il avait le rythme pour lui permettre de doubler le Britannique. Oui, effectivement, ça aurait été compliqué. On l'a vu, hein, essayer de doubler Norris avant le retour d'Hamilton. En tout cas, il ne semblait pas avoir suffisamment de rythme pour chipper ce podium, en tout cas à l'aide de Norris. Mais écoute, au moins on peut dire que c'est plutôt bon signe. J'aurais tendance à dire, cette Ferrari, déjà, elle est bien mieux que la poubelle de l'année dernière. Désolé, c'est dur, mais c'est comme ça. Euh, bah, ils peuvent au moins peut-être prétendre à jouer le podium, on l'espère de façon régulière. Effectivement, oui, oui, on est à peu près sûr qu'on les reverra à la lutte. En tout cas, quand il y a un peu de fait de course devant eux, mais ils ont de grandes chances de signer plusieurs podiums cette saison. D'autant plus qu'ils ont deux pilotes quand même très solides avec Leclerc et Sainz. Tout à fait. Alors, en revanche, il y a un autre pilote de top team qui nous a particulièrement déçus, c'est Sergio Pérez. Sergio Pérez qui avait fait une qualif très très bonne hier, avec notamment la deuxième place. C'était la première fois de sa carrière qu'il partait en première ligne. Et puis finalement une course pas terrible, un départ moyen, plusieurs erreurs, et puis finalement une arrivée hors des points. Alors, est-ce que Pérez se rattrapera sur les prochaines courses? Eh ben, en tout cas, on l'espère, et moi je le pense. Mais en tout cas, sur cette course-là, il a été particulièrement décevant. Bah, je te rejoins. On va dire que c'était pas la course des lieutenants aujourd'hui en fait. Bottas, Bottas qui abandonne, Pérez en dehors des points. Voilà, sur les top team, c'était pas leur course. J'ai été très étonné de voir toutes les erreurs de Pérez parce que d'habitude il en fait pas des aussi grossières, donc j'ai pas, je sais pas, ça m'a paru un peu bizarre, un peu étrange. Mais bon, bah écoute, Alors apparemment, il avait quand même un souci de direction. Alors on enregistre ce podcast, on n'en sait pas plus, mais il semblait avoir un peu de jeu dans la direction, ou en tout cas des soucis de direction. Je suis pas sûr d'avoir compris exactement la nature du problème, mais il se plaignait de sa direction, Sergio Pérez. d'accord. Bon, bah Et écoute. c'est d'ailleurs pour ça qu'à mi-course, en tout cas durant le drapeau rouge, il a changé de volant. Mais je ne sais pas si ça a résolu ses problèmes. Il faudra suivre la presse dans les jours à venir. Mm, 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 mm. Mais en tout cas, je te rejoins, oui, on lui souhaite et enfin, on l'espère et surtout on lui souhaite parce qu'on connaît le management Red Bull et je pense qu'en partant deuxième chez Red Bull, il y avait peut-être d'autres attentes le concernant, surtout en vue du championnat constructeur, je pense. Après, il est aussi vrai que Pérez n'est pas très très à l'aise quand il pleut et qu'il a aussi signé la plupart de ses bons résultats sur le sec habituellement, et on aurait pu penser qu'une course sur le sec aurait été différente pour lui. Néanmoins, c'est trop tard pour refaire le Grand Prix, et le Grand Prix a eu lieu sous la pluie et Pérez En s'est partie, raté ouais. Mm. effectivement. Alors, il y a aussi deux équipes finalement qui sont décevantes, mais ça c'est sur des bases plus constantes. On l'avait déjà entrevu à Bahreïn, et je pense qu'on va terminer là-dessus. Ben, c'est Alpine et Haas. Moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ces deux écuries-là. La voiture est ratée chez Haas, on le savait, puisqu'ils avaient fait le choix de ne pas développer une voiture qui était déjà ratée l'année dernière. Chez Alpine, c'est un petit peu plus décevant, voire même inquiétant, parce que la voiture était plutôt bonne l'année dernière. Dans tous les cas, ben, un seul point ramené par Alpine, grâce à tous les faits de course qui ont eu lieu devant. C'est peu. Et puis Haas, les deux Haas qui terminent très très loin et qui étaient déjà à 2 tours. C'était les deux seules voitures à 2 tours lors du drapeau rouge. Donc finalement, moi je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ces écuries-là, si ce n'est qu'elles sont décevantes pour l'instant. Moi, je prends le pari que Gunther Steiner, il finit chauve à la fin de la saison. Non, non, mais sérieux, hein. Tu prends, bon, alors Mazepin, bon déjà, il commence super bien son week-end avec
un joli spin et puis et voilà quoi à l'entrée de la voie des stands donc bah, tout va bien. Ça c'était en tout début de week-end. Il s'accroche avec Latifi. Bon ok Latifi avait fait une erreur mais bon le frein sur une F1 ça existe quand même. Et bah son coéquipier pas vraiment mieux en fait. Sous régime de voiture de sécurité, il perd le contrôle. Il manque, il manque d'emmener au passage deux ou trois commissaires. Moi, c'est l'image des commissaires reculant, en se disant merde, merde, les gars, il y a un missile qui nous arrive dessus. On va bouger de là. Et c'est surtout qu'il a collé des débris partout et il s'auto-pénalise en fermant en fait la pit lane. Parce que là où il a tapé, c'est à l'endroit de la sortie de la pit lane. Oui, effectivement. Donc en fait, le gars se crache et il se tape 2 tours sans aileron avant parce qu'il a lui-même bloqué la sortie de la pit lane. C'est du réfléchi saucissonné. Bah en fait, bah, pas grand-chose à dire. Alors oui, ils sont jeunes, mais bon, le pari de A, c'est quand même assez curieux. Euh, je me permets juste de glisser un mot hors contexte F1, on sent aussi que ça va pas très bien ailleurs, hein. On prend la NASCAR, Kevin Harvick l'année dernière, c'est 9 victoires sur la saison régulière. Là, depuis le début de saison, il n'y a pas une seule victoire. Donc, bon. Écoute, je vais te faire confiance là-dessus parce que je dois t'avouer que je connais pas du tout le NASCAR, donc Ouais, je ne saurais pas. Et bien écoute, puisqu'on parle de NASCAR, je pense qu'on a fait le tour pour la Formule 1. c'est ça. Merci à toi, Pierre, de nous avoir éclairé de tes lumières. Et merci à vous tous aussi de nous suivre. Vous êtes toujours plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour ne rien rater des futurs podcasts sur la Formule 1, mais aussi sur la NASCAR, hein. Tu avais fait le briefing de la NASCAR, je crois, Pierre. Et donc, et donc, effectivement, nous, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines maintenant pour le Grand Prix du Portugal. Salut à tous. Salut à tous.